Se prenant pour le roi de l'Europe qu'il n'est absolument pas, le suffisant, l'arrogant, le méprisant roquet français, s'est cru à la hauteur d'un homme d'État à l'étoffe très épaisse, en lui rendant visite et en voulant lui imposer ses vues sur un conflit qui a trouvé son origine au moment de l'éclatement de l'URSS en 1990-91. Mais, sûr de lui, comme le sont la plupart des imbéciles, alors qu'il est d'une immaturité et d'une impérétie, c'est-à-dire d'une incompétence notoire, il a voulu pousser ce qu'il pensait être ses avantages dans un dossier qu'il ne maîtrise absolument pas, l'Ukraine. Alors je n'avais pas prévu ce matin, qui marque mon retour sur ma chaîne principale, sur laquelle j'étais interdit de publier pendant 14 jours, pour les raisons que vous savez, je n'avais pas prévu de parler de la situation ukrainienne, des tensions entre l'Ukraine et la Russie. Et je constate que côté occidental, où l'hypocrisie règne en maîtresse absolue, bien sûr, partout j'entends des cris d'orfraie, des cris d'horreur, l'effroi. Vous vous rendez compte, les Russes ont envahi l'Ukraine? Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Et je me sens le devoir, l'obligation, pour ceux qui ne connaissent pas bien la situation, de bien poser le problème. Parce qu'il n'y a pas d'un côté les mauvais, qui seraient les Russes, qui seraient Poutine, et les bons, qui seraient les Occidentaux. Non, pas du tout. Au moment de l'éclatement du bloc soviétique, que s'est-il passé? Nous sommes en 1990. Eh bien, des accords ont été passés entre la Russie et les Occidentaux afin que les Occidentaux limitent la zone d'influence de l'OTAN, qui est le bras armé normalement des Occidentaux, mais qui est en réalité le bras armé des États-Unis hégémonistes, donc limite la zone d'influence de l'OTAN. Et l'OTAN, en particulier, ne devait pas aller au-delà de l'Elbe, ne devait pas aller, par exemple, en Pologne, qui a rejoint l'Union européenne, comme on le sait, et ne devait pas jouer une carte déstabilisatrice à la frontière de la Russie. Or, ce sont ces accords qui n'ont pas été respectés. D'autres accords n'ont pas été respectés puisque lorsque sont intervenus des mouvements d'indépendance au sud-est de l'Ukraine, lorsque sont apparus des poussées nationalistes dans le Donbass, cette région qui englobe deux autres régions que l'on appelle le Donetsk et Lugansk. En 2014, pour mettre fin à ces conflits qui déstabilisaient l'Ukraine, eh bien des accords ont été passés à Minsk. Minsk, et ces accords indiquait très clairement qu'il fallait respecter un minimum d'indépendance, en tout cas d'autonomie, pour ces deux régions russophones, qui comptent 900 000 à 1 million de russophones qui se sentent plus proches de la Russie que de l'Ukraine. Par parenthèse, pour ceux qui connaissent bien la formation de l'URSS, la formation de ces États, il faut bien comprendre que l'Ukraine est un État quasi artificiel qui a toujours été sous la zone d'influence de la Russie et que l'Ukraine n'a commencé à voir le jour sous sa forme actuelle qu'avant la Deuxième Guerre mondiale en 1939. Mais que l'Ukraine se caractérise par quoi? Par, en réalité, un État qui n'en est pas véritablement un, et qui est dominé par la mafia et par la corruption. Un État, donc un pays dans lequel ces russophones, qui sont à la frontière de la Russie, principalement dans le sud-est de l'Ukraine,
eh bien, un État dans lequel ces russophones ne se reconnaissent pas. Alors, lorsque Poutine, malgré les menaces, les invectives, les injures lancées à son endroit par toutes les chancelleries, tous les roquets à la Macron de l'Occident, lorsque Poutine a décidé de reconnaître les deux républiques autoproclamées dans le Donbass, c'est-à-dire de Donetsk et de Lugansk, évidemment, bien évidemment, la communauté internationale s'en est émue. On est au bord de la Troisième Guerre mondiale militaire. Il faut y regarder de beaucoup plus près. Parce que qu'est-ce qui se joue là? Il se joue d'abord, pour Poutine, le sentiment de devoir protéger des ressortissants qui sont des ressortissants d'origine russe, qui ont la culture russe chevillée au corps, et qui se sentent mal à l'aise à l'intérieur de ce pays appelé Ukraine, qui joue un jeu dangereux en s'acoquinant avec des Occidentaux qui veulent implanter des bases militaires à la frontière de la Russie, de façon à déstabiliser la Russie, de façon à neutraliser la Russie. Une stratégie qui, bien entendu, n'est pas du goût de Vladimir Poutine. Il ne faut cependant pas se laisser abuser par le discours des va-t-en-guerre occidentaux, dont Biden, le président des États-Unis, dont Macron, le freluquet français. Car, en toile de fond, il y a un problème qui est beaucoup plus profond. C'est le problème de la domination des États-Unis sur le monde. Une domination qui est de plus en plus contestée depuis une ou deux décennies, je vais en dire un mot, par d'autres pays qui ne sont plus seulement des pays émergents, mais qui ont émergé et qui n'entendent pas se laisser damer le pion par qui que ce soit, y compris par la première puissance militaire mondiale au monde, les États-Unis. Un problème spécifique, ce grand pays qui en certaines occasions sait se montrer un pays généreux, qui peut voler au secours contre des attaques inhumaines telles que les nazis les ont menées contre l'Europe, est aux mains de la finance. Les États-Unis détiennent un monopole totalement injustifié, c'est celui de détenir la monnaie de référence mondiale qui est le dollar. Sauf que de nombreux pays veulent s'affranchir de cette contrainte de devoir passer dans les échanges internationaux, de devoir utiliser dans les échanges internationaux le dollar. Parce que, en réalité, ce dollar est soumis à spéculation, fait varier les cours de tous les produits qui sont échangés sur la planète. Ce qui peut mettre en difficulté des économies de certains pays. Or, le plus simple est que les échanges commerciaux se fassent de monnaie à monnaie, de monnaie nationale à monnaie nationale. C'est bien ce qu'ont compris les BRICS. En 2011, s'est constituée une association qui s'appelle les BRICS. Les BRICS, c'est quoi? C'est la réunion de Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, en opposition au monde occidental qui veut imposer sa domination économique, sa domination culturelle. Donc, comme les États-Unis sont affaiblis et sentent bien qu'ils ne sont plus maintenant qu'un géant aux pieds d'argile qui glisse, il faut bien comprendre que la dette cumulée des États-Unis doit atteindre aujourd'hui, je ne veux pas me tromper, mais peut-être 25 000 milliards de dollars, ce qui est énorme, ce qui met en difficulté, en danger toutes les économies mondiales, puisque le dollar reste la monnaie de référence mondiale. Donc voilà ce qui se joue en arrière-plan. C'est là pour un Biden qui est un va-t-en-guerre criminel, comme Macron qui est un va-t-en-guerre criminel, parce que ce ne sont pas ces gens-là qui feront la guerre, ce sont des gamins qui vont avoir 20 ans, 30 ans, 40 ans,
pas plus, à qui on va demander de se faire casser la gueule comme en 1914-18, comme en 1939 ou 1945. Ce ne sont pas ces gens qui sont planqués qui font la guerre, qui prennent des balles, qui sont éclatés par les obus. Non. Donc voilà, ce sont ces gens-là qui sont des criminels. Voilà ce qui se joue, c'est l'hégémonie des États-Unis. Les États-Unis ne veulent pas perdre leur domination sur l'ensemble de la planète. Mais quand ils s'attaquent à la Russie, ils s'attaquent à plus fort qu'eux, pratiquement plus fort qu'eux sur le plan militaire. Parce que les États-Unis ne sont une puissance que grâce à sa force militaire, à ses implantations de bases militaires un peu partout dans le monde. Je crois 1400, à comparer à une centaine pour les Russes. Mais les Russes ont également un avantage, car ils maîtrisent parfaitement les technologies avancées. Ils disposent d'armes extrêmement sophistiquées, ce que redoutent bien évidemment les États-Unis et leurs toutous, les toutous européens. Voilà pourquoi il faut éclater cette Union européenne qui n'a aucun sens, aucun sens. Ce sont simplement, l'Union européenne est la vassale des États-Unis. Il n'y a aucune autonomie de l'Union européenne. Il n'y a pas d'idée européenne. C'est un leurre. Donc, je ne pensais pas devoir prendre la parole à ce propos, mais lorsque j'entends des cris d'orfraie, en particulier du foutriquet, freluquet, déviant Macron, qui s'offusque parce qu'il voit que Poutine envoie des militaires dans les deux républiques autoproclamées de Lugansk et de Donetsk, eh bien, c'est à la demande des autorités de ces deux républiques autoproclamées qui ne disposent d'aucune force militaire pour se défendre en cas d'agression de l'État ukrainien, tout simplement. Mais ce sont 90% des russophones. Je ne veux pas alourdir mon explication, mais il faut faire la part des choses. Ça veut dire que là, je ne porterai, moi, aucun jugement, si un seul. Occidentaux, foutez la paix à Poutine, foutez la paix aux pays de l'Est. N'engagez pas les forces de l'OTAN parce que vous allez déclencher le pire des pires, la pire guerre qui soit, en plus d'avoir déclenché sciemment une fausse, ce que vous savez, que je ne peux pas prononcer, depuis 2 ans, en mettant les peuples des pays à genoux, les plongeant dans la psychose, la peur, la sidération, les contraignant à se faire injecter des poisons. On ne compte plus les dégâts considérables causés par cette politique mise au point par un Klaus Schwab du Forum économique de Davos, relayé par ses disciples dont vous connaissez les noms, les Legault, les Trudeau, les Macron. On en voit les dégâts. Ah oui, mais aujourd'hui, la vérité a tellement poussé fort que toute cette escroquerie, toute cette mascarade apparaît de plus en plus au grand jour. La tromperie a été mise en évidence, mais en attendant, les dégâts sont considérables. Alors j'ai beaucoup de choses à vous dire qui m'obligent à être peut-être un peu plus long que prévu. Je voudrais vous attirer votre attention sur le fait que nous sommes à une cinquantaine de jours du premier tour de l'élection présidentielle et comme ça a été le cas en 2017, dans la mesure où les médias appartiennent à toute l'oligarchie, à 8-9 milliardaires français, ils déploient une énergie incomparable pour vous bourrer le crâne. Et ils utilisent pour ça les mêmes tocards que l'on voit, les tocards qui ne sont pas des journalistes, hein, les mêmes tocards qui occupent les plateaux des médias en permanence pour vous encrasser le cerveau. Bien sûr qu'il faudra se débarrasser de ces engeances qui n'ont rien à voir avec le métier d'informer, je le répète, je le martèle, ce ne sont pas des journalistes. Ils ont sali le métier de journaliste qui est le mien.
vomi dessus. Ce sont des propagandistes goebbelsiens. Joseph Goebbels était le ministre de la propagande de Adolf Hitler. Quand je vois l'agence France-Presse, elle devra rendre des comptes, qui est devenue une agence française de propagande, comme Le Monde, comme Libération, comme L'Express, comme tous ces journaux-là, qui ont failli à leur mission d'informer de façon honnête et objective. Alors, bien sûr, vous les voyez. Ils hantent les plateaux des médias. Ils ont le fric pour ça. Ils ont les moyens techniques pour ça. Ils ont les moyens techniques de troubler la conscience des gens, de manipuler les esprits, de manipuler de façon à ce que, pour les Français, apparaisse une évidence, à travers des faux sondages trafiqués, je vous le dis, que c'est Macron qui serait en tête, qui caracole en tête. Et tous les instituts aux ordres de Macron directement, lequel Macron a payé très cher un cabinet de conseil qui s'appelle McKinsey, alors qu'on n'en a pas besoin. Très très cher, 7000 € le conseil, le journée de conseil à McKinsey. Qui travaille chez McKinsey? Le fils à Fabius, le fils à la présidente de la Commission européenne. Vous comprenez tous ces conflits d'intérêts? Il faut que vous écoutiez bien ce qu'est la situation réelle en France. Macron est en très fâcheuse posture. Je vais revenir sur les sondages. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que là où les médias, bien évidemment, font le silence, étouffent l'affaire, il y a, eh bien, qui est une affaire pendante, l'interrogation posée par deux journalistes, dont Natacha Ray, sur l'identité réelle de cette personne qui se fait appeler Brigitte Macron et qui est l'épouse de Monsieur Macron. Lorsqu'on étudie dans le détail le dossier, eh bien il apparaît, je l'avais déjà dit, il apparaît qu'il y a beaucoup d'incohérences dans la présentation que l'on nous a faite du couple Macron, de leurs origines, de leur vie passée, des raisons pour lesquelles ils se sont rencontrés, des raisons pour lesquelles Macron se trouve aujourd'hui à l'Élysée. Je l'ai déjà dit et répété, il suffirait tout simplement d'un test génétique ou chromosomique, ou tout simplement que l'intéressé dont tout le monde parle, sauf en France, sauf sous le manteau, sauf en France, je parle des médias, eh que l'intéressé apparaisse. Ou alors qu'on produise des photos de lui, des photos du mariage de Madame Macron-Trogneux avec Monsieur un tel ou un tel, etc. Mais là, c'est un tissu d'incohérences, de choses incompréhensibles, parce qu'il n'y a pas d'éléments, de preuves venant contrer les affirmations, les allégations des deux journalistes. Il y a, comme on dit en droit, un faisceau d'indices concordants qui mène à une conclusion que je ne donnerai pas. Je ne veux pas, moi, dire une chose qui pourrait être infirmée dans quelques jours. Donc il y a cette affaire. Mais cette affaire, si les médias français n'en parlent pas, à l'étranger, croyez bien que tout le monde, toute la presse étrangère internationale s'en est emparée. Et que ça fait des gorges-choses. Et ce ne sont pas des petits journaux, des petits organes de presse qui s'en sont emparés, mais partout, aux États-Unis, en Afrique, en Russie, partout, on sait, on voit ce qui se passe, on devine. Et comme on a été à l'étranger, je veux dire mes confrères à l'étranger, ont bien vu circuler des photos de Macron enlaçant de jeunes et faibles noirs. On a bien vu l'exposition des transgenres dans la cour de l'Élysée. Tout ça, ça a circulé partout à travers le monde, sur les réseaux sociaux, sur les réseaux Internet. Donc on sait bien que Macron n'a pas le profil classique d'un président de la République. J'ajouterai quelque chose quand je dis qu'il est en grande difficulté, Macron. Il est en grande difficulté partout. Là où nous avions
une écoute. Ce sont les pays africains, anciennes colonies de la France, qui ont pour la plupart obtenu leur indépendance début des années 60. Mais aujourd'hui, l'Afrique est ouverte sur le monde. L'émancipation africaine est une réalité, en dépit des obstacles posés par les anciens colonisateurs. Voyez la leçon humiliante donnée par le Mali, par les autorités maliennes qui sont dans leurs droits, à la France. Mais pourquoi? Ça n'aurait pas été humiliant si ça avait été fait dans d'autres conditions, avec un président de la République digne de ce nom, à la hauteur, et qui ne méprise pas le peuple africain. Au-delà même des discours officiels, au-delà même du jeu d'influence dans lequel sont entrées les puissances comme la Chine, la Russie, qui veulent absolument être présentes sur le continent africain et qui sont effectivement présentes, la Russie et la Chine, mais au-delà. Pourquoi les Russes, pourquoi les Chinois ont-ils à présent plus l'écoute des Africains? Notamment depuis l'arrivée de Macron, je le précise bien. Notamment depuis l'arrivée de Macron. Ben, tout simplement parce que, au-delà de la politique, au-delà de la diplomatie, il y a la perception qu'ont les dirigeants eux-mêmes, des dirigeants occidentaux qu'ils accueillent. Or, pour qui connaît un peu l'Afrique? L'Afrique, je vais vous expliquer ça. Les Africains sont attachés à la famille et aux valeurs ancestrales. Comme Poutine qui a bien expliqué que dans la constitution russe, il y aura toujours indiqué qu'existe un père et une mère, qu'il y a deux sexes. Il n'est pas question de parler de genre indifférencié. Comme Macron veut le faire croire maintenant dans les lois françaises, ce qui est un scandale, ce qui est la porte ouverte à la pédocriminalité. Je reviens donc aux Africains. Eux, les Africains sont attachés à la famille, aux valeurs ancestrales, apprécient plus que modérément les discours contre nature du déviant homosexuel Macron, qui n'assume pas son homosexualité, mais que tout personnage qui l'approche sent bien. Tout personnage, y compris aux dirigeants africains. D'où la déviance des dirigeants africains vis-à-vis de ce personnage qui n'a rien d'un chef d'État, ça ils l'ont appris par toutes les informations qui circulent, et dont ils perçoivent parfaitement la malhonnêteté intellectuelle et le fait qu'en Afrique, comme d'ailleurs en France, il défend uniquement les intérêts de l'oligarchie financière. Les dirigeants africains ne sont pas stupides. Ils savent que Macron est d'abord et avant tout un ancien banquier Rothschild et qu'il a des liens très étroits avec les Rothschild. La preuve, c'est qu'il fait travailler ce cabinet de conseil McKinsey qui est en lien étroit avec la banque Rothschild. En un mot, les Africains ne sont pas dupes. Ils observent ce qui se passe en France et n'ont nullement l'intention de se faire recoloniser par un freluquet psychopathe qui va leur imposer des lois contre nature, des lois qui vont heurter leurs croyances ancestrales en la famille, aux valeurs. Un freluquet psychopathe qui, de surcroît, est la risée du monde avec cette histoire de Jean-Michel Trogneux, Brigitte Macron, et avec le récent camouflet infligé par Poutine. Donc, Macron est très loin d'être aussi bien positionné que les instituts de sondage malhonnêtes veulent le faire croire. Beaucoup moins bien placé. Il a une autre affaire qui lui pend au nez, c'est l'affaire Alstom. Il a vendu les turbines à Générique Électrique, là encore par un biais très peu clair, dans laquelle cette affaire est également impliquée une dénommée Pécresse, car le mari de Pécresse était un haut responsable de Alstom. Toute cette affaire
va ressortir, que ce soit avant l'élection, que ce soit après. Donc à imaginer que le malheur nous fasse retrouver un Macron à l'Élysée au soir du 24 avril, son État ne s'en sentira pas pour autant mieux, car il devra répondre, en dépit de tous les obstacles juridiques, policiers, toute la pression qu'il pourra essayer d'exercer, il devra répondre de ses affaires, notamment de l'affaire Alstom, en plus de l'affaire Brichel. Mais une qui va devoir en répondre aussi, qui est en plein conflit d'intérêts, c'est une dénommée Pécresse, dont Libération a révélé que, apparemment, les primaires au sein de Les Républicains ont été des primaires trafiquées avec des adhérents fantaisistes. Notamment, on compte parmi ces adhérents un chien qui aurait voté qui s'appelle Douglas. Enfin, des adhérents, si vous voulez, dont on ne trouve plus aucune trace, etc. etc. Donc Pécresse, c'est le même acabit, c'est le même profil que Macron. Ce sont les adoubés de Klaus Schwab. Ce sont les young leaders, comme on dit. Voilà, ce sont les mondialistes. Bon, eh bien, cette affaire de Alstom, cette affaire aussi d'élection primaire au sein des Républicains, n'en est qu'à ses débuts. Le discrédit semble jeté sur cette élection de Pécresse aux primaires des Républicains. Donc, vous êtes confrontés au bourrage de crâne par des tocards, les mêmes que l'on voit en permanence sur les plateaux de télé. Sur le plan mondial, je voudrais vous expliquer que pratiquement chaque jour, nous apprenons qu'un pays a abandonné toutes les mesures sanitaires et pratiquement tous les pays. En Europe, beaucoup de pays. Le Danemark, je lisais ça dernièrement, le Danemark a levé toutes les mesures de restrictions sanitaires. Il n'y a que la France et le Canada et le Québec maintenant à présent. Partout ailleurs, et un peu l'Italie qui tergiverse avec un Mario Draghi qui est peu reluisant. Le malhonnête mafieux Mario Draghi. Voyez, en Italie, c'est pas mieux, c'est pas mieux. Bon, mais partout. Et sous la pression de quoi? Je vous avais parlé du tribunal des common law, du droit commun anglais anglo-saxon, qui a condamné à 75 personnalités, dont Trudeau, le Premier ministre du Canada, à la prison à vie. Ce sont des tribunaux de conscience. Je sais qu'à l'époque, je n'ai pas été très bien compris, mais il y a un autre tribunal de conscience qui siège actuellement. C'est le tribunal de l'opinion publique de Rainer Fulmich. C'est le grand jury. Et qui va livrer ses conclusions, qui va livrer ses condamnations. Et ces tribunaux, qui sont animés par d'éminents magistrats, d'éminents avocats, ont une influence morale considérable. Ils ne peuvent pas être ignorés, du fait même de la qualité des gens qui composent ces tribunaux. C'est les tribunaux de conscience. À propos de tribunaux, apparemment, les robes noires, que ce soit les avocats, que ce soit les juges, se sont donné rendez-vous le 1er mars pour une manifestation contre toutes ces restrictions, ces mesures insensées prises par Macron sous prétexte d'une crise sanitaire liée au rhume. Au rhume, je reste sur l'idée du rhume, vous ne me ferez pas changer d'avis, le rhume. Donc, il y a un appel à la mobilisation des robes noires contre le pass vaccinal, contre les atteintes disproportionnées et injustifiées aux libertés et droits fondamentaux, et pour un retour à la raison et à un état de droit. Bien sûr, la petitesse du personnage Macron n'est plus à démontrer. Sa suffisance, son mépris, sa haine pour les Français est étalée, partout connue, partout ressentie par tout le monde. Sauf, bien sûr, quelques allumés qui persistent ici, mais on en aura toujours dans la vie, des allumés à la comprenette complètement engorgée, à la vision totalement obscurcie, mais c'est leur vie qui est obscure. La moindre parole de travers contre ce freluquet, psychopathe, vous expose à la répression, à l'intimidation, aux mesures de rétorsion. Il faut donc nous débarrasser des engences macroniennes,
malfaisante et c'est urgent. Et retrouver la sérénité en France. Et c'est ma transition pour vous parler de l'élection présidentielle, des sondages. Les sondages, j'aurai encore à nouveau l'occasion d'y revenir, mais les sondages. J'ai lancé il y a 6 mois plusieurs sondages qui contredisent tous les sondages divulgués en boucle sur les plateaux des médias, par les médias écrits ou audiovisuels, en boucle, et qui vous placent Macron triomphant à 25% au premier tour. C'est faux, archi faux. Il y a 2 candidats pour qui c'est totalement faux. C'est Macron en premier et c'est Pécresse. Je vous donne la façon dont je raisonne. Comment se fait-il que pour tous les autres candidats dont j'ai mesuré l'influence, il y a correspondance, corrélation avec, plus ou moins, avec les résultats donnés par les instituts aux ordres de Macron. Plus ou moins. Je dirais moins pour un candidat qui s'appelle Mélenchon, dont on minore systématiquement l'influence. Mais pour les autres, ça correspond. Sauf donc pour Pécresse, que l'on tente que l'oligarchie financière criminelle tente de pousser en avant, la Pécresse, parce que c'est la roue de secours par rapport à Macron. Si Macron échoue, il faut absolument Pécresse, qui est le diable incarné, qui est pour la, comme le Jadot, le diable incarné Jadot. Ce n'est pas un type qui va vous rendre service dans l'écologie. Il est pour la vaccination obligatoire. Vous vous rendez compte un petit peu? Donc revenons à ces sondages. Eh bien, il y a contradiction. Énorme contradiction. Énorme écart. Quand j'examine ces sondages, pour le plus important, le plus ancien, il y a déjà presque 1600 personnes qui se sont exprimées. C'est très clair. Les candidats qui sont les mieux placés sont Zemmour, même si ce n'est pas ma tasse de thé, hein, pas du tout, hein, Zemmour, Le Pen, Mélenchon. Et comme par hasard, que se passe-t-il? J'en ai fait une vidéo qui n'a pas pu être publiée sur cette chaîne. Que se passe-t-il? Les 3 ont des difficultés à obtenir leur parrainage. Donc, j'en termine, je vais dire un mot des parrainages. Les sondages. N'en croyez pas un mot. Je reviens le 29 mai 2005, référendum sur le traité constitutionnel européen concocté par un Giscard d'Estaing très peu reluisant. C'est lui, avec Pompidou, le Rothschildien, qui en 1973 nous a privés de notre souveraineté monétaire. Ça a été repris ensuite dans les traités européens. Maastricht, etc., Lisbonne. Ce 29 mai 2005, pour ceux qui se souviennent, après une campagne extrêmement dynamique des noms à ce traité des riches, j'y ai participé, hein, au nom. Bien, le 29 mai, le non à l'Europe des riches corrompus l'emporte avec 55, presque 55% des voix. Une victoire éclatante du non qui dit non à l'Europe. Ensuite, on a été trahi par un autre foutriquet très peu reluisant, l'assassin de Kadhafi et des Ivoiriens, le Sarkozy. Non. Mais attendez, voilà ma démarche. Pour y avoir participé pendant un an, pendant toute l'année, une bonne partie de l'année 2004 jusqu'au scrutin, jusqu'au bout, les médias honteux à vomir ont annoncé que c'était le oui qui l'emportait et dans des proportions de 60% de oui et 40% de non, jusqu'au bout, alors qu'ils savaient très bien que le résultat allait être négatif pour le traité européen. Jusqu'au bout, ils ont déversé des sondages faux, trafiqués, frauduleux. Donc ne croyez absolument pas les sondages qui vous sont déversés sur TF1, TF Merde, TF ceci, TF cela. Ils sont aux ordres. Ils gagnent un fric pas possible. Je connais très bien la grille des salaires des journalistes, que ce soit dans l'audiovisuel ou dans l'écrit. Vous vous rendez compte que
Ces gens-là gagnent 10 fois le maximum que l'on peut donner, par exemple, à un rédacteur en chef. Ça doit se situer aux alentours de 5 500 €, ce qui est un très bon salaire déjà. Ils gagnent 10 fois cela. Alors croyez-vous qu'ils vont vous servir de l'information vraie? Non, ce sont des Goebbelsiens, des menteurs. Alors revenons au nominé du bal des masqués. Oui, le bal des masqués, j'avais fait une petite vidéo il y a quelques mois où on voyait une vingtaine de candidats. Parmi cette vingtaine de candidats, 2 n'étaient pas masqués, Asselineau et Florian Philippot. Par parenthèse, Florian Philippot qui a décroché, a décidé de ne pas se présenter. Je pense qu'il a pris une sage décision. Je ne sais pas quelle est la suite de son parcours politique. Certains disent qu'il va rejoindre à nouveau Marine Le Pen. Nous verrons bien. Au 22 février, qui a obtenu ses parrainages? Artaud, lutte ouvrière. Je n'en dirai pas davantage, je l'ai dit, je me suis exprimé sur une précédente vidéo. Bien, elle apparaît à chaque élection présidentielle, elle rafle la mise, ensuite elle disparaît, on n'entend plus parler. Elle n'a que très peu d'influence sur la vie politique française. Pourtant, c'est une révolutionnaire, mais on ne voit jamais arriver sa révolution. Ça n'est pas n'est pas l'injurier que de constater simplement les faits. Asselineau, lui, il est en fâcheuse posture parce qu'il n'a obtenu que 241 parrainages et il lui en manque 259 à trouver en 7 jours. Car la date limite, c'est le vendredi 4 mars à 18 h. Mais il y a une contrainte, c'est que les formulaires doivent être acheminés par voie postale. Donc il faut prendre un délai de 1 jour ou 2 jours avant. Poster ça au minimum le 3 mars pour que ça arrive au Conseil constitutionnel le 4 mars, car le cachet de la poste ne fera pas foi. Dupont-Aignan, lui, en a obtenu 422. Il lui en reste 78 à trouver. Ça, ce sont les 2 souverainistes, Asselineau, Dupont-Aignan. Dupont-Aignan a de fortes chances d'obtenir ses 500 parrainages. Ça n'est pas le cas d'Asselineau qui est en difficulté. Il lui reste à trouver 259 parrainages. Hidalgo, la bobo, qu'on ne voit plus pas en campagne, qui ne sert que les intérêts, vous savez, de ces groupuscules de déviants déjantés de la capitale, ce microcosme. Bon, elle a ses parrainages, sans difficulté, 1177. Jadot, le faux écolo, a 565 parrainages. Il passe. Lassalle, Jean Lassalle, lui, il a également ses parrainages. Mais il a qualifié cette campagne présidentielle, campagne de merde. Et il s'est étonné des protestations des 3 qui n'ont pas obtenu leur parrainage, qui n'ont pas encore obtenu leur parrainage, c'est-à-dire Mélenchon, Zemmour et Marine Le Pen. Jean Lassalle, je l'apprécie, j'ai beaucoup de sympathie pour lui. Mais quand on examine effectivement cette phase de récolte des parrainages, on est quand même assez surpris de voir qu'un certain nombre, si lui n'a pas eu de difficulté, on peut le comprendre, parce qu'il ne menace apparemment pas l'establishment, le système. Les 3, Mélenchon, Zemmour et Le Pen, menacent à leur façon le système. Moins pour Zemmour, parce qu'il est dans le système, mais si vous voulez, c'est une branche dissidente, c'est Bolloré, c'est les chrétiens intégristes, etc., etc. Donc, ça gêne un petit peu la démarche du système qui préfère des gens qui n'ont ni foi ni loi, comme Macron ou comme Pécresse. Donc, Jean Lassalle, avec sa faconde, fait, selon moi, un mauvais procès à Mélenchon, Le Pen et Zemmour, parce que manifestement, ils ont affaire à des maires lâches qui craignent les mesures de rétorsion si jamais leur nom est publié en soutien d'un tel ou d'une telle. Voilà. Il n'y a pas que des maires courageux. Je dirais qu'il y a quand même une quantité de maires qui sont des lâches, des faibles, qui n'osent pas s'afficher, qui n'osent pas afficher leurs opinions politiques. Cela étant, je trouve que la loi qui a obligé en 2016, loi inique, infâme, ignoble, les maires à
publier leur nom, on la doit à qui? On la doit à qui? À Manuel Valls. Le très peu reluisant Manuel Valls, qui a cassé les lois sociales en France comme jamais. Ils ont été deux, Macron et lui, de concert. Et pourtant, ils étaient opposés au sein du gouvernement et de la présidence de Hollande, le mou. Donc la salle, bon, Macron n'en parle pas, genre je reviens pas, il a ses parrainages, Pécresse, 2143 parrainages. Qu'est-ce qu'elle va faire de ce nombre de parrainages? Vous voyez bien que là, il y a magouille. Il y a magouille. Roussel, le faux communiste, comme Robert Hue qui a voté pour et appelé à voter pour Macron en 2017. Oui, Robert Hue, l'ancien secrétaire national du Parti communiste. Eh bien, Roussel, c'est la même chose. Lui, il n'a aucun programme. Non, son programme, c'est nuire à Mélenchon. Il ne faut surtout pas que Mélenchon devienne président de la République. Il faut entraver la démarche de Mélenchon, tout simplement. Il est dans une logique d'obstruction à l'Union populaire, c'est-à-dire la France insoumise. Voilà le seul dessein de ce faux communiste Fabien Roussel. Bon, quant à Zemmour, je ne le décris pas, c'est un raciste, xénophobe, il déverse sa haine à l'envi. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas le droit non plus de se présenter. Moi, je suis pour qu'il ait ses parrainages, pour qu'il y ait un débat, pour qu'on le mette en minorité, en difficulté sur ses thèses, sur son idéologie, une idéologie extrêmement dangereuse. Un mot de Philippe Poutou qui est en difficulté, il n'a plus que 224 parrainages et il lui faut en recueillir, c'est le nouveau parti anticapitaliste, 276. Un nouveau point va être fait aujourd'hui, en fin de journée, et on verra bien. Mais il reste ce jeudi 24 février, 7 jours pleins seulement pour Asselineau, qui est en difficulté. Il lui faut trouver 259 parrainages. Pour Zemmour, il lui faut trouver 150 parrainages, il n'en a que 350. Et pour Le Pen, il lui faut trouver 107 parrainages, elle en a 393. Et Mélenchon, il lui faut trouver encore, je pense que ça va se faire, 58 parrainages, il n'en détient 442. Voilà pour les parrainages. Des convois de la liberté se mettent en place, y compris aux États-Unis. Le très peu reluisant Trudeau a levé les mesures d'urgence à Ottawa, notamment. Mais je pense que Trudeau n'en a plus pour très longtemps parce qu'il va devoir rendre des comptes. Je voudrais dire un mot aussi de tous ces suppôts de la Macronie, genre le maire de Pau, par exemple, ou genre Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Ces gens-là n'avaient pas de mots assez durs pour qualifier Macron au début de l'année 2017. Ils n'avaient pas de mots assez durs. Voyez un petit peu leur crédibilité à ces gens-là. Voyez un peu. Par parenthèse, un Roussel, il a quelques problèmes à propos de son emploi d'assistant parlementaire. Voilà, pardonnez la longueur de mon propos, mais il y a beaucoup de choses à dire. Les informations se bousculent, la situation évolue chaque jour, que ce soit à l'international, que ce soit au plan national. Portez-vous bien, bon vent à tous.